Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Publique, votre rendez-vous quotidien de débat, chronique et reportage, 90 minutes et deux grands thèmes seulement pour donner à nos invités le temps de donner du sens à l'actualité. Et voici le sommaire de ce 7 mai, c'est un jour historique suivi par 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Le conclave s'est ouvert au Vatican et les 133 cardinaux électeurs votent une première fois en ce moment même. Qui sont les favoris? Quels sont les clivages entre conservateurs et progressistes? Un Français peut-il devenir pape? On plonge dans les coulisses d'une élection aussi spirituelle que politique, juste après ces titres. Et puis dans la seconde partie de notre émission, c'est un gros plan sur le manque de femmes scientifiques en France que je vous propose, une discrimination qui commence dans le milieu scolaire. Ils n'ont aucun problème avec les mathématiques ou avec l'informatique, mais très souvent, malheureusement, ils sont découragés par l'entourage, par, une fois de plus, ces stéréotypes-là. Les filles ne sont pas bonnes en maths, les filles ne sont pas faites pour l'informatique. On a tous et toutes eu cette image-là qu'on se fait dans l'esprit de l'informaticien. On voit un peu le geek négligé qui est dans sa grotte. La ministre de l'Éducation vient de lancer un plan pour atteindre 30% de filles dans les classes préparatoires en 2030. Faut-il instaurer ces quotas? Comment lutter contre les stéréotypes sexistes? Quelles sont les conséquences de ce déséquilibre, notamment en matière de santé publique? On répond à toutes ces questions. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, direction Rome, où la première fumée, sans doute noire, devrait s'élever d'ici quelques dizaines de minutes dans le ciel du Vatican. Première étape d'un scrutin historique, Stéphane Duguet. Une dernière messe solennelle ce matin dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Ultime rassemblement de tous les cardinaux avant le début du conclave. Et ce message du doyen des cardinaux adressé à ses 133 collègues chargés d'élire le prochain pape. C'est un appel pressant à maintenir l'unité de l'Église sur la voie tracée par le Christ aux apôtres. Une unité qui ne signifie pas uniformité, mais une communion solide et profonde dans la diversité. Une vingtaine de cardinaux sont pressentis pour prendre la tête du Vatican, mais la tâche sera difficile, selon le doyen Giovanni Battista Re. Nous sommes ici pour invoquer l'aide du Saint-Esprit, pour implorer sa lumière et sa force afin que le pape élu soit celui dont l'Église et l'humanité ont besoin en ce moment difficile, complexe et tourmenté de l'histoire. Après une dernière procession cet après-midi, les cardinaux se sont enfermés dans la chapelle Sixtine, à huis clos, sans réseau téléphonique. Un premier vote a lieu ce soir. Pour qu'un cardinal soit élu pape, il doit obtenir 89 voix, soit 2/3 des suffrages. Dans ces cas-là, la fumée au-dessus de la chapelle Sixtine sera blanche, sinon elle sera noire. Et tant que personne n'est élu, les cardinaux se réuniront 2 fois par demi-journée pour voter à partir de demain matin. Peut-on espérer une fumée blanche pour un pape français? Voilà la question centrale de notre débat. On va plonger grâce à nos invités dans ce qui se joue en ce moment au Vatican, à Rome, l'élection du pape avec mes invités. Loïc Hervé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur Union centriste de la Haute-Savoie et vice-président du Sénat et vous êtes également secrétaire du groupe d'amitié France-Vatican. Clément Soudaille, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien La Croix. François Mabille, bonsoir. Et bienvenue. Chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et vous publiez Le Vatican, la papauté face à un monde en crise aux éditions Erol. Sophie Dravinel, bonsoir Sophie. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous, éditorialiste politique. Et je rappelle que vous avez été en poste au Vatican pendant plusieurs années. On va peut-être voir, en direct, cette image. Et je disais 1,4 milliard de catholiques, mais pas seulement. C'est une soirée et ce sont des jours qui fascinent beaucoup plus au-delà du monde catholique, cette toute petite cheminée vers laquelle tous les regards se sont tournés. Il y a plusieurs dimensions, Loïc Hervé, la dimension spirituelle évidemment, il y a une dimension politique, il y a une dimension cathodique aussi. On regardait les images de ces portes-là qui se ferment au moment où le conclave commence. C'est aussi un spectacle, on doit l'admettre.
C'est vrai, puis depuis les années 50, c'est vrai que les services de communication du Vatican ont l'habitude de ces événements mondiovision que sont bien évidemment l'élection du pape, mais de manière générale, les bénédictions Urbi et Orbi, et aussi le message d'un leader d'opinion qui va bien au-delà des questions simplement spirituelles. Moi, ce qui me frappe, c'est dans la société de l'hypercommunication, qu'on soit en capacité de regarder avec autant d'attention un décorum qui est complètement hors du temps, finalement. C'est intemporel, bien sûr. Et qui donne aussi de la profondeur à cet événement. Je ne sais pas si le Saint-Siège est une démocratie, en tout cas, la place de cette élection entre les princes de l'Église, que sont les cardinaux électeurs, une partie donc du collège des cardinaux qui a le droit de vote cet après-midi, demain, après-demain, en fonction de la décision qu'ils prendront, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. Et puis ce petit État de 44 hectares au milieu de la ville de Rome qui concentre l'attention du monde entier. Et puis évidemment, ce qui aussi suscite à la fois notre intérêt, parce qu'il y a toutes ces dimensions dont vous nous parliez, et on ne va pas négliger la dimension spirituelle pendant ce débat, mais voilà, ces portes qui se ferment. On va vous montrer comme ça en direct les images de la place Saint-Pierre au Vatican. Ce sont nos confrères de l'AFP qui nous proposent ces images. Vous les verrez en temps réel et régulièrement pendant notre débat. Mais je voudrais vous montrer aussi ce que le Vatican nous a proposé, les images de cette chapelle Sixtine aménagée pour l'occasion. Clément Soudaille, vous avez travaillé, je crois, pendant une douzaine d'années au service religieux de la Croix. On va rentrer un peu dans la mécanique de ce qui se passe là. C'est un vote particulièrement ouvert qui se joue en ce moment. Ils sont en train de voter, les cardinaux. Alors, en ce moment même, oui, c'est le premier vote. Là, tout à l'heure, ils sont rentrés en procession dans la chapelle Sixtine selon un rituel qui paraît absolument immuable depuis des siècles et des siècles, qui a évolué en fait au fil de l'histoire de l'Église. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intemporel en fait dans ce spectacle qu'on a vu et qui est aussi une liturgie en fait. C'est une action. Bien sûr. C'est vraiment une action spirituelle. C'est pas un lieu de débat, le conclave. Les débats, les discussions, elles ont eu lieu avant dans ce qu'on appelle les congrégations générales. Qui se sont déroulées depuis la mort du pape François, et là où tous les cardinaux, y compris les non-électeurs, étaient présents, chacun a pu prendre la parole, a pu discuter, mais là, le temps des discussions vraiment s'est achevé, même s'il y a, forcément, ils parlent entre eux aussi, entre deux votes, etc., mais il n'y a pas de grande... Et il n'y a pas vraiment de favoris, c'est ce qu'on peut dire. Et il n'y a pas vraiment de favoris, c'est vrai que... Enfin, un favori, il y en a peut-être trop, quoi. Il y en a beaucoup, alors après, c'est compliqué de parler de favoris, parce que c'est un langage qui ne s'applique pas à cette élection-là. Alors moi, je vais assumer d'employer des expressions qui sont plutôt des expressions politiques, d'une certaine façon profanes. Et donc, vous pourrez me reprendre au fur et à mesure de ce débat. Je ne serai jamais... vexé par ce que vous pouvez dire. En tout cas, il n'y a pas de candidat déclaré. Oui. A priori, on pense que le pape est choisi parmi les électeurs, mais c'est même pas obligé. Ils peuvent très bien voter pour quelqu'un qui n'est pas cardinal, en fait. Il suffit de voter pour un homme baptisé célibataire. Voilà, les trois conditions. C'est étonnant, ces trois conditions. Mais bon, les trois conditions. Intéressant. Mais bon, a priori, ça sera plutôt là, mais il n'y a pas de candidat et il y a des portraits robots qui se sont dessinés au fil des discussions. On y reviendra évidemment mais c'est très ouvert. Oui. Sur ceux qui seront... qui sont parmi les papabilés, comme on dit, ou papabibi. François Mabille, vous venez de signer une tribune dans La Croix titrée « Le prochain pape devra être moins militant que François ». Pourquoi dites-vous ça? Alors je ne dis pas ça, c'est le chapeau qui me fait dire ça. Donc je rectifie. Ça, c'est l'histoire de la presse. Voilà, j'ai failli écrire justement en me disant « je ne dis pas ça ». Ce que je dis est légèrement différent. D'abord, ce n'est pas à moi de prendre position en disant « voilà ce que le pape doit être ou ne pas être ». Ce que je dis en revanche, et ça c'est vrai, c'est que le profil du pape François a été un profil militant. C'est-à-dire c'est un militant de la paix, d'une part, avec un aspect très pacifiste, ce qui est une inflexion par rapport à ses prédécesseurs. Et je dirais que dans sa critique du libéralisme, qui est une critique constante dans l'enseignement social de l'Église, le ton qu'il a pris, les expressions qu'il a utilisées font de lui effectivement plutôt un protestataire sur la scène internationale, une sorte de militant, j'allais presque dire altermondialiste, on vous entend, dire ça. plutôt que effectivement un pape diplomate. Et ce
ce que j'essaie d'expliquer dans l'article, c'est que si à cela on ajoute la main tendue à la Russie pendant pratiquement 12 ans, plus la volonté de dialoguer avec la Chine, il n'est pas sûr, à mes yeux, que la diplomatie pontificale ait trouvé les points d'appui qu'il lui fallait ou les points d'appui qu'il lui faut. Et donc, ce que je pose comme question, et donc ce n'est pas une affirmation, c'est de dire, est-ce que les cardinaux vont choisir un pape qui aura le même profil et donc qui portera la voix de l'Église de la même manière? Et il faut voir les avantages. Il y a des avantages et des inconvénients. J'ai évoqué les inconvénients. Les avantages, on les voit bien. C'est que le pape est, le seul leader religieux au niveau mondial et le seul leader religieux qui est favorablement apprécié dans tous les pays. Voilà. Et je pense que dans sa dénonciation, c'est un levier d'influence considérable. Et je pense que ça peut même peser effectivement dans le conclave parce que sa personnalité, à tort ou à raison, peu importe, mais semble correspondre à ce que les contemporains attendent du catholicisme. La lutte contre les injustices, le soutien des pauvres, un mode de vie. Ça aussi, ça compte, l'espèce d'exemplarité du pape sur son mode de vie. Je pense que tout cela, effectivement, a joué. Vous l'avez rencontré à 5 reprises, je crois, le pape François. Et il aimait quoi bousculer les consciences, on peut dire ça comme ça? Comment vous l'avez En tout cas, c'est ce que j'appréciais chez lui. C'est-à-dire qu'en fait, nous, vu d'Occident et vu de France en particulier, on aimerait bien un pape progressiste qui nous dérange pas trop et qui nous laisse un peu tranquille dans ce qu'on a envie de faire. Or, c'est vrai, vous avez raison, les discours du pape François, je rajouterais aussi la question environnementale, tout à fait, qui est une question absolument majeure, avec Laudato Si, avec cette question de l'Église verte et d'une ouverture aussi de ce chantier dans l'Église, de sa contribution à la défense de la création ou à la protection de l'environnement de manière plus large. C'est des choses qui étaient inhabituelles. Et donc, on a un pape un peu poil à gratter quand même dans les questions internationales, c'est vrai, mais aussi dans sa manière d'aborder les choses. Très souvent, il se retirait de son papier pour être dans une dimension beaucoup plus pastorale, beaucoup plus directe. Il avait sans doute gardé ça de son expérience sud-américaine, et de ses origines aussi sud-américaines, et cette capacité aussi à avoir un phrasé très direct. Et donc, la question de son successeur... Et on va sans doute parler d'un certain nombre de profils ou de personnages. Bien sûr, on titre sur un pape français pour l'interrogation. Mais évidemment, moi, ce que j'aimais chez le pape François, à la différence d'ailleurs de Benoît XVI, qui avait d'autres caractéristiques par ailleurs très intéressantes, c'était ce côté extrêmement direct et un peu provoque. Alors, et dans le débat mondial, quand vous regardez Trump, Poutine, le président chinois, le président indien, il faut quelqu'un qui existe. Si vous avez un pape, et en fonction de son âge, on saura à peu près sa longévité potentielle, si vous avez un pape qui sort du jeu mondial, il faudra quand même qu'on... C'est vraiment l'un des enjeux de cette soirée et des prochains jours, Sophie, parce que ça peut durer combien de temps? Eh bien alors, en fait, d'expliquer. C'est un peu compliqué, mais il y a un cardinal qui s'est avancé et il a dit le conclave ne durera que 2 ou 3 jours. Donc c'est un cardinal qui est venu du Salvador, c'est le cardinal Chavez. Alors je vous rassure, il existe aussi un cardinal Marx, il faut le savoir. Et on pourrait ajouter qu'il ne prend pas beaucoup de risques en disant que ça ne durera que 2 ou 3 jours, parce que dans l'histoire récente des conclaves, il a fallu au maximum 8 tours, on s'en souvient, pour Jean-Paul II. C'était 4 votations pour son prédécesseur Jean-Paul Ier, 4 pour Benoît XVI en 2005, 5 pour François en 2013. Donc ça prend à peu près 3-4 jours. Et de toute façon, en moyenne, dans le 19e siècle, aucun conclave n'a duré, depuis le 19e siècle, plus de 5 jours. Et la moyenne tourne autour de 3. Il y a une chose cependant, et ce qui pourrait peut-être retarder la fumée ce soir, c'est qu'ils sont 133 et que donc ça prend plus de temps ces votations, plus de temps, on l'a vu, quand ils ont juré le silence sur la Bible. Donc il y a, pour bien comprendre, aujourd'hui il y a eu, évidemment, et en ce moment un premier scrutin. Voilà. Il y en aura ensuite 2 par demi-journée. C'est ça. Et si au bout de 5 jours, là il y a une pause. Alors il y a une pause au bout de 3 jours. Il y a une pause au bout de 3 jours. D'accord. Voilà. Vous ne comptez pas le. Bon, ok, très bien. Mais on risque de ne pas arriver jusque-là. Il y a eu des conclaves beaucoup plus longs dans l'histoire. Il y a eu des conclaves beaucoup plus longs. Il y en a eu notamment un au XIIIe siècle qui était, je me retrouve, au XIIIe
XIIIe siècle, l'élection de Grégoire X, qui a mis 2 ans et 9 mois avant que ne soit élu son successeur Clément IV. On n'était pas dans le temps médiatique avec les réseaux sociaux et les selfies. Les habitants de Viterbe en Italie, où était le palais des papes, en avaient tellement assez qu'ils avaient décidé d'enfermer les cardinaux dans une pièce et sans toit. Et donc c'est à l'origine de la forme actuelle du conclave, qui veut dire avec une clé, et donc la porte fermée de l'intérieur et de l'extérieur. Cum clave, Clément Soulac. Ça veut dire que les cardinaux, ils sont plus du tout en contact avec le monde extérieur, là, pendant qu'ils votent et que les portes sont fermées, mais même ce soir après le vote, vous voyez ce que je veux dire entre... Ils n'ont pas de téléphone. Oui, c'est d'accord, mais il n'y a pas du tout d'informations qui peuvent leur parvenir de l'extérieur pendant ces 1, 2, 3, 4 jours. Normalement, non. Normalement, non. Pour plusieurs raisons, du reste. Effectivement, pour éviter les influences extérieures, il ne faut quand même pas oublier que pendant des siècles, le temporel et le spirituel se sont affrontés, et qu'au XIXe siècle encore, les puissances temporelles s'intéressaient de très près au Vatican, voilà, et aux États pontificaux. Et donc, effectivement, il faut attendre 1903 pour que cette ingérence acceptée pour certaines puissances disparaisse, dont la France. Oui, il y avait plusieurs pays qui pouvaient mettre leur veto en quelque sorte au Empire austro-hongrois, la France, etc. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, au conclave de 1939, on sait très bien que certains cardinaux ont été plus ou moins empêchés par le gouvernement de Mussolini d'arriver, qu'il a fallu l'intervention de la France laïque pour que les fameux cardinaux puissent arriver en temps utile. La fille aînée a toujours un rôle. Idem pour le cardinal Siri, qui avait été empêché à plusieurs reprises par l'URSS, qui menaçait de sanctions contre les catholiques. Alors, je rappelle qu'il faut 89 voix, parce qu'il y a 133 cardinaux électeurs, 89 voix, les 2 tiers des cardinaux électeurs, pour désigner un nouveau pape, le 267e pape. Loïc Hervé, quels sont les grands sujets qui l'attendent? Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, sont les scandales de violences sexuelles. Bien sûr. C'est aussi une thématique qui attend ce futur pape. C'est une affaire qui a fait trébucher Benoît XVI, clairement, non pas sur le fond, parce qu'il a accepté, il a été même celui qui a ouvert le dossier. Quand je dis qu'il a trébuché, c'est qu'à un moment donné, il s'est rendu compte de son quasi-incapacité à porter quasiment physiquement cette chose qui est considérable. François a poursuivi, et ce sera une question, de toute façon on voit bien, même avec des affaires nationales encore récentes, que c'est quelque chose qui est absolument important. Et il y a des continents qui n'ont pas encore ouvert ce sujet-là. Donc c'est sûr que c'est un sujet qui est de la responsabilité du souverain pontife. Alors même si, on l'a bien compris, il n'y a plus d'État qui peut mettre c'était l'expression, son exclusif. L'exclusif, le droit d'exclusif qui n'est pas vraiment un droit. Il y a quand même... Est-ce qu'il y a l'origine du cardinal ou des cardinaux là, qui sont parmi ceux pour lesquels peut-être on vote en ce moment, joue, c'est-à-dire un pape du Sud, un pape européen, un pape italien. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pape italien. Alors bien sûr, ça peut jouer. Après, les Italiens n'ont jamais été aussi peu nombreux en termes de force au sein du conclave, au sein du collège des cardinaux. Ça peut jouer. Après, un pape du Sud, oui, pourquoi pas, mais il y a plusieurs Suds et il y a plusieurs réalités différentes, et ils ne sont pas tous non plus complètement alignés, ils n'ont pas tous les mêmes options. Le pape François a nommé beaucoup de cardinaux. Il a nommé 108 des cardinaux électeurs là, sur les 133. Donc c'est très important, mais c'est des profils qui sont très différents. Il les a nommés souvent pour leur option pastorale, pour leur proximité avec les plus pauvres, pour leur origine géographique aussi. Il a vraiment fait basculer le collège des cardinaux vers le sud en prenant acte d'un bascule des forces de l'Église catholique, qui est beaucoup moins occidentale, mais c'est aussi des profils très différents. Ça veut dire, François Mabille, qu'il y a une probabilité forte que le futur pape soit un cardinal nommé par François. Est-ce que pour autant il s'inscrira dans ses pas? C'est pas une certitude. Non, tout à fait. D'abord parce qu'il y a toujours des jeux de dupes dans les nominations. On veut être cardinal, et donc il est rare qu'on s'oppose au grand chef pendant son pontificat. Voilà. Certains peuvent le faire d'ailleurs de manière, j'allais dire, honnête et presque courtoise. Je pense au cardinal Mbongo de Kinshasa, qui a bien été nommé cardinal par le pape François, et qui
sur la question de la bénédiction des couples de même sexe, s'est opposé à la fois comme archevêque cardinal de Kinshasa, mais également au nom des épiscopats africains. Et il l'a fait dans vos colonnes, notamment, de manière extrêmement frontale et, j'allais dire, presque courtoise. Mais voilà quelqu'un qui est nommé par le pape et qui dit non, sur ce sujet-là, nous sommes en désaccord et voilà les raisons. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est peut-être, et ça, je rebondirai sur la question que vous posiez avant, c'est que dans les raisons évoquées, il y en avait une que j'ai entendue quand même très souvent au cours de mes voyages pour ce livre, aussi bien auprès des évêques que des cardinaux. L'idée que, d'une certaine manière, la légitimité aujourd'hui était plus chez les églises du Sud que dans les vieilles églises européennes, et ça pour différentes raisons. Premièrement, parce que si on prend l'Europe est très sécularisée. Et les églises du Sud disent, regardez où se trouve le dynamisme chez nous. Oui, le 1,4 milliard de catholiques, la croissance, d'employer encore des termes. Le cardinal Ambongo, dans vos colonnes, a ajouté quelque chose, moi, qui m'a frappé, parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises, c'est de dire, mais écoutez, sur cette question de la bénédiction des couples de même sexe, nous sommes, nous, fidèles à la doctrine que vous nous avez enseignée, et donc aujourd'hui, ceux qui dévient, c'est vous le centre, c'est vous l'Europe. Et en l'occurrence, on plaçait le malheureux François de provenance argentine parmi d'un seul coup les Européens. Oui. Mais ça veut dire quand même qu'il y a un clivage ou une tension, voire chez certaines églises, une sorte de ressentiment à l'égard des églises, on va dire, occidentales. Et je crois que ça, c'est un clivage qui est important. Et un des clivages géopolitiques, on pourra revenir, mais l'autre étant bien évidemment celui que vous avez évoqué par rapport à Trump et on va dire aux nationalistes chrétiens. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'est peut-être pas pendant le conclave que ça discute, qu'il y a des tractations, etc. Sophie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'est joué auparavant, notamment lors de la réunion du collège des cardinaux. Absolument, vous en parliez tout à l'heure. C'est les congrégations générales, ces réunions de l'ensemble des cardinaux. Dans la matinée du mardi 6 mai, c'est-à-dire la veille du conclave de ce mercredi, 173 cardinaux se sont donc réunis, électeurs et non-électeurs, pour la dernière des congrégations générales. Et comme chaque jour, ils ont discuté entre eux. Il y a eu à peu près 26 interventions. Oui. Et au fil de ces interventions, il y a un portrait d'un pape qui a été dessiné. Alors, je les cite pour ne pas me tromper, un pape bâtisseur, un pasteur qui incarne le visage d'une église samaritaine, c'est-à-dire au service du prochain. Et ils ont encore dit, en ces temps de guerre, de violence et de profonde polarisation, ils font un pape de la miséricorde, de la synodalité, c'est-à-dire de la démocratie dans l'Église et de l'espoir. Bon, alors c'est pas... Ça, quand j'entends ça, je me dis c'est un peu classique quand même. Bah oui, on imagine mal un pape qui ne soit pas charitable. Oui. Surtout qu'on sort du synode. Ou pasteur. Oui, absolument. Mais on remarquera qu'il n'y a pas de volonté franche de rupture avec le pape François non plus. Oui. Plus intéressant, dans la Croix ces derniers jours, des cardinaux qui ont accepté de se confier de façon anonyme, à condition de ne pas être cités, même eux ont un petit peu peur de leur ombre. Et il y a un cardinal qui disait il faut qu'il ait la tête large et les pieds solides. J'ai bien aimé cette expression, la tête large et les pieds solides, c'est-à-dire les pieds sur terre. Il faut sentir qu'il peut parler aux gens, ce que vous disiez, être écouté par tout le monde à l'international. Et il faut que ce soit une voix de son temps, a dit un autre, et justement parce que 70% des 133 cardinaux électeurs vivent dans un pays où moins de 50% de la population est catholique, ce qui est important aussi. Dernier point, l'Asie et l'Afrique influencera l'avenir de l'Église. Ce n'est pas une idée, mais un fait. Et ça, c'est un Autrichien qui le dit, c'est le cardinal Schönborn. Effectivement, merci beaucoup. Donc là, on a bien compris ce qui est en train de se passer dans la chapelle Sixtine. Moi, j'ai en tête les images du film Conclave que vous avez, je pense, tous vu, et peut-être vous qui nous regardez aussi au cinéma. Bon, alors c'est un film, c'est un thriller. Hein, il y a une enquête qui se déroule en dehors dans les rues du Vatican. Mais bon, il y a quand même cette tension au moment où les résultats du vote tombent, ce qui est quand même très très fort. Et j'imagine ce qui est en train de se passer en ce moment dans la chapelle Sixtine. Avec cette question qui évidemment nous taraude, mais peut-être qu'en ce moment il y a des journalistes de plein d'autres pays du monde qui se posent la même question. Le futur pape sera-t-il français? Alors vous pouvez mettre autrichien, ghanéen, etc., en fonction des médias, mais c'est la question que nous, on a choisi de se poser ce soir. Écoutez ce qu'en dit l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget. Parmi les non cités, il y a au moins un Français et Jean-Marc Aveline.
Voilà, on entend souvent le cardinal à Marseille, que nous venons d'élire comme notre président de la conférence des évêques de France, de manière assez triomphale. C'est une personnalité exceptionnelle qu'à titre personnel, j'apprécie énormément. C'est un homme à la fois d'ouverture et de solidité. Et donc, nous verrons... Il a ses chances, franchement. La question est moins d'avoir ses chances, mais c'est en tout cas une personnalité de très très grand niveau pastoral et spirituel. Alors, je vais poser moi aussi ma question de journaliste. Clément Soudaille, a-t-il ses chances, Monseigneur Aveline? Ouais, il a ses chances comme tous. Peut-être un peu plus que d'autres. Un peu plus que d'autres. Il a marqué parce qu'il a réussi à faire venir le pape en France, déjà, à Marseille, pour les rencontres de la Méditerranée, qui était vraiment un thème qui tenait à cœur au pape François. C'est quelqu'un de très affable, de très ouvert, qui est dans le dialogue vraiment, notamment avec l'islam, et qui a conscience qu'on est dans un monde multiple et qu'il faut parler à tout le monde. Et voilà, et ça, je pense qu'il a ses chances pour ça. Après, on a vu que pendant les derniers jours, il y a eu quelques pots de banane, quelques rumeurs qui ont été lancées sur tel ou tel cardinal, peut-être pour les discréditer. Alors, sur le cardinal Parolin, on entendait dire il parle pas bien italien. C'est qui le... Alors, sur le cardinal... Sur le cardinal Aveline, oui. Sur le cardinal Aveline. On disait, il parle pas très bien italien, ce qui pourrait le desservir. Alors, après, le cardinal Aveline a été filmé en train de parler italien à des enfants, notamment, et montrant qu'il a... C'est quand même très intéressant ce que vous êtes en train de décrire. C'est-à-dire qu'il y a aussi quand même des luttes d'influence, quoi. C'est un choix spirituel, mais c'est aussi un choix politique qui est en train de se passer. Oui, bien sûr, il y a effectivement comme ça, comme vous le disiez, des boules puantes ou des pots de banane qui sont gentiment glissés sous les pieds des non-candidats. Pour en revenir à votre question, j'aurais envie de vous dire que les limites du cardinal Aveline ne tiennent sans doute pas à sa personnalité, mais plutôt au catholicisme et à la France. Au catholicisme, parce que le catholicisme français n'a quand même pas une image excellente à l'étranger. L'un des problèmes, c'est également son manque d'implication, et je pense notamment à l'épiscopat, son manque d'implication sur les questions internationales. On serait bien en peine de donner 2 ou 3 figures d'évêques qui sont vraiment concernés par ces questions-là. Et puis, il y a l'image quand même globale de la France. Alors, je n'associe pas ça à un gouvernement quelconque, mais on a une image en tant que Français à l'étranger qui n'est quand même pas toujours excellente. Et il se pourrait effectivement que ça puisse nuire au cardinal Aveline, quelles que soient ses qualités par ailleurs, sachant que parmi les atouts qu'il a, le fait d'être à la curie romaine dans la congrégation des évêques lui a permis tout de même d'avoir sans doute une dimension internationale, une assise que d'autres n'ont pas. Si je peux ajouter un petit point concernant le cardinal Aveline, il a aussi un avantage, c'est qu'il peut être soutenu paradoxalement par les conservateurs aussi, et notamment par des gestes très politiques qu'il a posés à l'époque où le pape avait demandé la rupture, la fermeture des relations avec les plus traditionnalistes, et notamment le rite tridentin dit latin précédant le Concile Vatican II. Le lendemain du jour où le pape a interdit cela, il est allé, lui, Monseigneur Aveline, soutenir un prêtre qui lui-même célèbre la messe selon ce rite tridentin. Mais est-ce qu'un cardinal fait campagne ? Je ne sais pas, vous avez perdu votre micro tout à l'heure, j'espère qu'on vous entend, on va vérifier. Dû récupérer les... Tout va bien, voilà. Je crois que ça marche, donc allez-y. Est-ce qu'un cardinal fait campagne ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Mais oui, il ne faut pas se voiler la face, évidemment. Je pose forcément la question à C'est vrai que l'état de santé du pape François se dégradant ces dernières semaines, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas eu entre eux déjà un jeu de positionnement. Moi, je voulais dire un mot du cardinal Aveline, puisque le groupe d'amitié France-Saint-Siège du Sénat est quelque chose de tout à fait particulier, puisque nous n'avons pas de Parlement en face de nous, alors qu'habituellement, dans le monde entier, c'est des relations de parlementaire à parlementaire, et que nos homologues, quelque part, sont les cardinaux. Et donc, nous avons reçu le cardinal Aveline récemment, ainsi que le cardinal Bustillo, donc évêque d'Ajaccio. Et donc, ça nous a permis de découvrir aussi leur personnalité. Et c'est vrai que Jean-Marc Aveline a un certain nombre de qualités humaines. On dit même qu'il prendrait le nom de Jean 24, tant presque physiquement et par sa bonhomie, il ressemble
À Jean 23. Donc, effectivement, ça pourrait être un candidat sérieux. Il est dans la quinzaine. Je suis pas sûr qu'il soit dans la dernière shortlist qui reste. Mais est-ce que même les journalistes ont leurs favoris? Mais oui, évidemment, les journalistes ont leurs favoris. Et non seulement les journalistes ont leurs favoris, mais en plus, les journalistes tentent d'influer le jeu. Et notamment, se faisant l'objet de gouvernements dont ils dépendent ou dont ils partagent les intérêts. Oui. Et je pense en particulier à une journaliste américaine dont je ne citerai pas le nom parce que ce serait lui faire trop d'honneur, qui est allée répandre des fake news sur la santé d'un cardinal, en l'occurrence le cardinal Parolin, affirmant qu'il avait eu un accident grave et qu'il avait même été, je pense, hospitalisé pendant 1 heure ou quelque chose d'assez important pour que le service de presse du Saint-Siège intervienne en disant « mais c'est faux ». Et donc les journalistes, même eux, se plient au jeu. On a tous, nous, des préférés, évidemment, parce qu'on a des relations avec les uns les autres. Moi, le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, je le croisais quasiment tous les matins parce qu'on n'habitait pas très loin et qu'il traversait avec son béret sur la tête. Donc on a forcément, mais de la même façon qu'un journaliste politique peut, incidemment ou non, avoir des relations avec des cardinaux. François Mabille, qu'est-ce qui va se passer là à l'issue du premier vote qui est en train de se dérouler? On attend toujours une éventuelle fumée venant de la place Saint-Pierre au Vatican. C'est-à-dire qu'il va y avoir quoi, 3-4 noms qui vont émerger avec quelques dizaines de voix Oui, chacun? c'est ça. Alors peut-être d'ailleurs que l'un d'entre eux aura plus de voix. Ça s'est vu dans l'histoire, effectivement. Ce qui n'est absolument pas un gage de réussite à la fin du processus. J'ai des collègues qui ont sorti un livre là, très intéressant sur les conclaves tout au long du XXe siècle. On voit bien qu'effectivement, certains ne sont peut-être pas entrés papes, mais s'y sont crus très rapidement. Oui. Et puis, au bout du 2e, 3e, 5e tour, celui qui était 5e remonte à la 3e position, le premier descend à la 4e, etc. etc. Oui. Donc, il y aura, je dirais, un premier état des lieux. Si on devait dire les choses, voilà, ça donne une idée approximative d'un rapport de force, d'une fragmentation éventuellement du conclave ou au contraire de l'émergence de blocs déjà bien constitués. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe pendant le conclave, mais après, on a une rétrospective. Oui. Ah oui, on relisait dans la revue des Deux Mondes de la fin du 19e siècle l'article précis expliquant les tours, ce qui s'est passé, etc. On le saura. Par ailleurs, pour l'élection de François Bergoglio, donc du pape François. On a su les choses et on a même. C'est-à-dire que les cardinaux aiment bien raconter après comment ça s'est passé. On retrouve même, et c'était publié d'ailleurs dans la Croix, le texte de son intervention dans les congrégations générales. Et quand on met ça en rapport avec ce qu'il a fait pendant son pontificat, c'est très intéressant de regarder ça, de mettre ça en lumière. Donc en fait, a posteriori, ça sera un travail des journalistes et ensuite des historiens, mais de regarder ce qui se sera dégagé comme ligne de force. Ce qui est sûr, c'est que, de mon point de vue, le camp conservateur existe, mais il n'est pas en mesure de l'emporter. Alors justement, mais il peut jouer un rôle déterminant dans le choix. On va continuer de parler justement des différents camps, mais je vous propose d'écouter là-dessus, sur ces groupes d'influence, on peut dire ça comme ça, qui s'opposent, l'analyse du théologien Jean-François Colosimo. On a 3 groupes qui vont se dessiner. Un groupe de conservateurs, vraisemblablement mené par le cardinal Erdo de Budapest, hongrois. Un groupe de la curie, les Italiens, qui veulent reprendre les choses en main. Donc, les premiers sont un peu pour l'ordre moral, les deuxièmes sont pour l'ordre structurel. Donc, ils ont quand même quelque chose en commun. Et puis, ceux qui veulent continuer François de manière plus modérée en mettant de l'ordre. Et le cardinal Aveline figure parmi les têtes de file, puisque... Donc l'archevêque de Marseille... Parce que ceux qui se murmurent, c'est que des cardinaux italiens ont déjà opté pour lui. On verra bien si la prédiction de Jean-François Colosimo se vérifie. Vous commenciez à parler des conservateurs, Loïc Hervé, mais ce serait quoi? Ce serait un peu en réaction après 12 années d'un pontificat plutôt... ouvert ou réformateur mais comme M. Mabille l'a dit tout à l'heure, il y a déjà eu des prises de position, effectivement, avec l'archevêque de Kinshasa ou avec Robert Sarah, avec l'expression d'une... Moi, je l'ai eu, j'ai eu l'occasion de l'accueillir en Haute-Savoie, parce qu'il est venu pour la messe du 15 août, de la bénédiction des corps des piolets des guides de Chamonix. Donc voilà, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à ce moment-là.
c'est une ligne quand même extrêmement... Donc là, vous parlez de qui, là? De Robert Sarra. D'accord, Robert Sarra. Guinéen. Oui. Donc, Guinéen, africain, d'accord. francophone, francophile, mais très connu en France, y compris chez les traditionalistes et dans un certain nombre de mouvements. Donc quelqu'un qui existe en tout cas et qui a porté, malgré sa loyauté au pape François, un certain nombre de contradictions sur la ligne, y compris sur un plan liturgique. Il faut être clair. Hein, donc c'est alors mais qui existe surtout en France en fait. Enfin, oui, mais c'est lié aussi à la langue. Oui. Hein, c'est lié à la langue. Oui. Clément Soudat, justement. Alors là encore, j'imagine que quand moi je dis conservateur et progressiste, j'ai une grille de lecture qui est une grille de lecture assez politique. Est-ce qu'elle fonctionne, au sein du Vatican? En partie. Oui. C'est-à-dire que certains sont conservateurs sur certains sujets et très progressistes sur d'autres, ou très... on parlait du cardinal Ambongo. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le qualifier de conservateur. En tout cas, ce n'est pas le cardinal Sarra. Ils ne se confondent pas du tout. Et pour autant, sur des sujets sociétaux, il est bien plus conservateur que beaucoup d'occidentaux. Mais voilà, je pense que la ligne, elle est un peu mouvante. Après, ce qui est sûr, c'est que je pense que les cardinaux vont choisir quelqu'un... pas forcément de consensuel, mais qui est un peu moins clivant que François. Enfin, François, il a beaucoup... Il a blessé des gens, il tranchait dans le vif, donc, et il était connu pour aussi être assez autoritaire dans sa manière de diriger. Sans doute qu'ils vont choisir quelqu'un qui met un peu plus d'eau dans son vin. Oui. Voilà. Si je peux rajouter sur les critères conservateurs progressistes, je pense par exemple le cardinal Zuppi, qui est l'archevêque de Bologne, qui a été à la tête de la conférence épiscopale italienne et qui est très proche de cette communauté jugée progressiste qui s'appelle Sant'Egidio et qui a été très engagé dans la diplomatie para-pontificale. Eh bien, ce cardinal-là, aussi progressiste et adoubé, entre guillemets, par les courants progressistes, il a été un de ceux qui a le plus condamné la chiasse, quand même, en Italie. Donc, cette mise en place par Jean-Marc Sauvé en France de toute une commission sur les abus sexuels. Pourquoi ? Parce que les Italiens ne veulent pas faire lever le voile sur les problèmes d'abus sexuels dans leur Église. Ils ne veulent pas revenir au-delà des 20 ans. Et en Espagne, c'est pareil. Et donc, ils n'ont pas fait le point. En Afrique, c'est exactement pareil. Et donc, on les dit progressistes, très bien, mais ils refusent de faire le point sur ces questions. Oui. Alors, on disait les journalistes ont peut-être leurs favoris. Est-ce que les chercheurs ont leurs favoris ? Est-ce que vous, ce soir, vous dites je pense que tel cardinal est le favori du... Alors, ce n'est pas un favori personnel. Non, j'ai bien compris. Non, c'est en fonction des clivages, si vous voulez, entre les doctrinaires et ceux qui auront un profil plus pastoral, comme le pape François. Les conservateurs sur le plan de l'organisation de l'Église, une curie forte, centralisée. Alors, la curie, on rappelle ce que c'est un gouvernement de l'Église. Hein, voilà. Oui. Et pour moi, vous voyez, le clivage conservateur-progressiste se joue notamment sur cette question-là de l'organisation interne de l'Église. Des centralisateurs voulant que le Vatican soit toujours finalement l'instance décisionnelle, ou alors une Église plus synodale, et puis des enjeux géopolitiques. Moi, effectivement, si... Alors, c'est pas mon favori. Je pense qu'un des cardinaux possibles, qu'on n'entend pas, qui n'est pas cité effectivement dans la presse, serait le cardinal Mendoza, qui est le préfet du dicaster pour la culture et l'éducation, qui a été dans la ligne du pape François, dans sa volonté de dialogue avec la société, qui était... Alors, francophone, francophile, qui connaît très bien Paris, qui connaît parfaitement la littérature française et les philosophes français. Il est de quelle nationalité ? Il est portugais. Il est portugais. Et donc, voilà. Il est poète. Et poète de surcroît, alors ce qui peut être d'ailleurs un inconvénient pour certains. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas marqué sur le plan de la doctrine, et notamment de tout ce qui concerne l'éthique de vie et de vie personnelle, et qui a également un certain réseau. Voilà. Donc moi je pense à lui, et puis sinon, mais alors là ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, bien évidemment le cardinal Parolin. Parce que, et j'ai été attentif à ce qui était dit, y compris tout à l'heure à la fin de la cérémonie, lorsqu'était mentionné le contexte géopolitique extrêmement problématique, avec cette dérégulation qu'a introduite Trump. Il se peut effectivement, me semble-t-il, que les cardinaux aient envie de nommer une personne qui à la fois sait maîtriser les
les rouages de la curie, et soit quelqu'un qui sache interpréter les relations internationales. On voit des images, on a vu des images du cardinal Parolin. Une petite réserve le concernant sur la Chine, avec les relations qu'il a voulu absolument forcer avec la Chine, entre la Chine et le Saint-Siège, en étant très opposé au cardinal de Hong Kong, du cardinal Zen, qui tient les conservateurs. C'est un des reproches qui lui est adressé. En revanche, du coup, dans cet ordre-là, moi, j'ai mon favori, puisque j'ai pas eu la chance de pouvoir le dire tout à l'heure, c'est le cardinal Pizzaballa de Jérusalem. Absolument. Italien, mais en poste à Jérusalem. Voilà. Et alors on dit qu'il n'a pas beaucoup d'expérience internationale. Franciscain, je crois. Franciscain, absolument. Sauf qu'il a 8 pays sous sa coupe et à peu près le monde entier réuni, les yeux tournés. Et avec une symbolique très forte. Oui, une symbolique très forte. Et quelqu'un qui a eu des gestes, qui s'est rendu à Gaza, à la rencontre des chrétiens de Gaza, alors que personne ne pouvait entrer dans Gaza. Avec des relations correctes avec le gouvernement israélien. Il est hébréophone, il parle l'hébreu. Il parle hébreu, il est polyglotte. On va terminer sur la dimension spirituelle, mais encore un mot là-dessus, parce que finalement, je vous écoute les uns et les autres, c'est passionnant. Les cardinaux ne sont pas évidemment, même si là, ils sont coupés du monde, ils sont quand même sous l'influence d'un climat géopolitique qui est le nôtre depuis des mois et voire des années. Luc Hervé, donc ils vont tenir compte de ce contexte. Regardez et l'histoire nous l'enseigne. Regardez le rôle de Pie XI, puis de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale. Regardez le rôle de Jean-Paul II dans la chute du communisme et des actes extrêmement forts. Des déplacements aussi parfois à Cuba. Donc le pape, a fortiori avec une église mondialisée, il a un rôle extrêmement important. Petit développement sur le cardinal Parolin. Nous l'avons rencontré à Rome, puisque c'était le Premier ministre du pape, et il est venu à Paris récemment, puisqu'il est venu commémorer les 100 ans des accords de normalisation entre le Saint-Siège et la France, après 1905, en 1924. Et donc, il est parfaitement francophone, et lui aussi, il connaît très bien les subtilités européennes. Oui, pardon, il nous reste 2 minutes. Je voudrais quand même qu'on... Je vais tiens, parce que ça m'a frappé, ça, au moment du vote. C'est ce qui est en train de se passer là. En ce moment, chaque cardinal prononce ce serment à haute voix. Au moment où il dépose son bulletin dans l'urne, il dit « Je prends à témoin le Christ Seigneur qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu. » On termine avec cette dimension... Forcément, c'est peut-être la première et la plus importante, mais on est dans une émission de profane, donc on a beaucoup parlé du reste, la dimension spirituelle. Eh bien oui, parce qu'effectivement, comme c'était très bien dit tout à l'heure par Clément Soudaille, l'élection d'un pape tient à la fois du théâtre très humain et du divin dans son aspiration à dépasser les hommes. C'est une liturgie qui mêle du très visuel et de l'invisible. Et je peux citer 2 chants qui ont été entonnés par les cardinaux à leur entrée dans cette chapelle Sixtine, et notamment cette litanie des saints, qui est à la fois spirituelle et humaine, parce que spirituelle parce qu'elle convoque les personnes jugées les plus honorables parmi les catholiques et qui ont été élevées au rang de saints, mais aussi profondément humaine parce que tous ces saints qui arrivent, ce sont des personnages historiques qui ont existé, et c'est la signification de cette église, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les seules femmes rentrent dans le conclave, puisque dans ces saints, il y a aussi des saintes et notamment des docteurs de l'église, et qu'elles entrent, et que c'est pour moi l'illustration de ce mélange parfaitement profane et parfaitement spirituel. Oui, avec une dernière image, malheureusement ce débat, mais le second va être passionnant aussi, mais ce débat se termine. Image fournie par le Vatican, c'est la chambre des larmes. Ouais. Alors c'est une toute petite pièce, c'est là que le nouveau pape, on peut dire quoi, endosse pour la première fois sa tenue, c'est ça, la chambre des larmes. On imagine bien pourquoi elle porte ce nom. Oui, bien sûr. La charge est lourde, donc il faut l'accepter. Et donc on est effectivement dans, je dirais presque, le lieu de médiation entre cette liturgie que vous évoquiez. Et puis d'une certaine manière, j'aurais envie de faire une comparaison avec ce qui se passe dans les ordres religieux. On a eu la clôture, et d'une certaine manière, actuellement, un conclave, c'est une forme de clôture. Et là, eh bien... Le nouveau pape revêt ses habits et puis ensuite va à la loggia et prononce ses premiers mots. Et apparaît pour la première fois. Comme pape aux yeux du monde. Voilà, alors si vous voulez une image moins religieuse, on va dire que c'est un sas de décompression. On n'est pas quand on a accepté la charge du pape. On n'est pas pape quand on est élu.
Donc c'est cette... Là aussi, il y a un très bon film, c'est Habemus Papam, avec Michel Piccoli dans le rôle du pape qui est totalement tétanisé par la charge. Ou Les Deux Papes, qui était aussi un film intéressant sur les deux profils d'une période de l'Église où nous avons eu 2 papes, un pape émérite et un pape en exercice. Moi, il y a un élément qui est très frappant et que j'ai trouvé assez marquant au moment de l'élection de François, c'est cette soutane blanche qui va en fait transformer. Alors c'est physique, et je pense qu'il y a aussi l'habit fait le moine, dirons-nous, mais cette soutane blanche qui donne une luminosité, et au moment de l'apparition à la loggia de la basilique Saint-Pierre, qui donne aussi une conscience de la transfiguration, en fait, du cardinal devenant pape. Et en fait, la soutane des cardinaux, là, ils sont plutôt en rouge, mais la soutane habituelle, elle est noire, avec un liseré rouge. C'est l'habit de cœur. Et donc, quand on voit les photos du cardinal Bergoglio et les photos du pape François à quelques heures d'écart, en fait, on n'a plus le même personnage en face de nous. Oui, comme s'il était un peu transfiguré par la charge. Alors, c'est pas une colle, je ne sais pas qui veut répondre, mais c'est déjà arrivé un cardinal qui refuse de devenir pape? Je crois pas. Non. Certains ont hésité. Je crois que Benoît XV a hésité. Il y a eu des hésitations. Il y en a qui ont demandé, qui ont hésité ouvertement pendant le conclave, enfin la fin du conclave. Même, il faut savoir que la charge qui est demandée par les autres cardinaux, c'est une charge quasi divine. Ils ont consacré leur vie à Dieu. Ils ne vont pas refuser au dernier moment de lui obéir alors qu'ils lui ont obéi pendant toute leur vie. Parce que c'est quand même, pour reprendre des expressions de politique, les ennuis commencent, d'une certaine façon. Certains expliquent d'ailleurs le décès brutal de Jean-Paul Ier de cette manière-là, c'est-à-dire... Alors il faut rappeler qu'effectivement, il reste combien de temps Il reste 33 jours. 33 jours, voilà, c'est ça. Et donc, parmi les hypothèses, effectivement, il y a le fait que la charge... D'abord, la charge émotionnelle lorsqu'il est élu, la charge émotionnelle lorsqu'il accepte effectivement les résultats de cette élection, et puis les premières semaines qui sont effectivement extrêmement lourdes. Merci beaucoup, merci encore. Et je vais rappeler le titre de votre livre, François Mabille. On n'a pas eu la fumée noire, parce qu'a priori, c'était plutôt une fumée noire qu'on attendait ce soir. Donc votre livre, Le Vatican, la papauté face à un monde en crise, et on était vraiment au cœur de notre débat. Il est publié aux éditions Erol, et Clémence Houdaille, on vous lit évidemment chez nos confrères de La Croix. Je vous dis à très bientôt sur Public Sénat.